Comment expliquer que trois pays aussi puissants et différents que le Royaume-Uni, le Canada et la France suivent, malgré leurs spécificités, une trajectoire presque identique? Parce qu'au-delà des discours politiques, c'est une même logique économique et idéologique qui s'impose, celle du déclin organisé. Un plan en 6 étapes qui permet de détruire un pays en profondeur, d'en tirer tout ce qu'il est encore possible et de le vendre au plus offrant. La première étape, c'est la destruction de l'industrie. Ça commence avec les délocalisations, souvent justifiées au nom de la compétitivité. L'État accompagne le mouvement, subventionne les plans sociaux, accepte les fermetures d'usines sans réelle contrepartie. L'industrie pour un pays, c'est un sésame précieux vers la croissance et l'indépendance. En 20 ans, l'industrie est réduite à peau de chagrin. Elle ne représente plus que 11% du PIB en France contre 25% en Allemagne. Pour compenser la désindustrialisation, on mise sur la rente foncière. C'est la deuxième étape pour flanquer un pays par terre, faire flamber l'immobilier. Les taux d'intérêt bas alimentent la bulle, les propriétaires s'enrichissent, les jeunes générations s'endettent. Dans les trois pays, l'immobilier devient la locomotive d'une économie qui ne produit pas. Ensuite, le troisième ingrédient du déclin programmé, importer artificiellement de la croissance. On ouvre largement les frontières à l'immigration, pas pour des raisons humanitaires ou sociales, mais pour soutenir la demande, pour faire tourner les services à bas coût et pour compenser le vieillissement démographique. En parallèle, les politiques d'endettement public et privé entretiennent l'illusion de la prospérité. C'est exactement où nous en sommes. La quatrième étape, c'est privatiser les services publics. Mais pas n'importe comment. Santé, énergie, transport et éducation. Tout ce qui fonctionne bien dans ces secteurs est peu à peu transféré au privé. Officiellement pour gagner en efficacité, en réalité pour générer des profits à court terme, et c'est aussi un moyen de faire croquer les copains. C'est ainsi qu'on se retrouve surveillé sur nos routes par des agents privés, que la signalisation ferroviaire a été confiée aux Japonais, et que EDF a dû fournir l'Europe entière pendant 15 ans à prix cassé. Pour mettre un pays par terre, il faut décourager la jeunesse le plus vite possible. Pour ça, rien de mieux que l'endettement. Le coût des études explose et les logements sont hors de prix. 40% des étudiants en grande école ont souscrit des prêts, ils sont 8% dans les universités et plus de 300 000 chaque année à faire la même chose. Le cycle est verrouillé, les jeunes travaillent plus, gagnent moins et entrent dans la vie active en croulant déjà sous les charges. Enfin, vient la dernière étape, la culpabilisation. Si le système ne fonctionne pas, c'est parce que les citoyens vivent au-dessus de leurs moyens. Et je sens d'ici qu'une question vous brûle les lèvres, la plus légitime de toutes les questions, mais pourquoi? Qui pourrait en vouloir à une économie au point d'organiser sa destruction? C'est que si le système marche aussi mal pour la majorité, rassurez-vous, il fonctionne à merveille pour une minorité. Laissez-moi vous les présenter. Les premiers gagnants, ce sont les responsables politiques eux-mêmes. Depuis des années, une bonne partie des députés, ministres et hauts fonctionnaires sont multipropriétaires. Dans un modèle où l'immobilier flambe, ils s'enrichissent sans rien avoir à faire. C'est mécanique. Et quand les services publics reculent pour la majorité, les enfants de cette minorité accèdent aux meilleures écoles privées, aux soins de qualité et aux opportunités protégées. Les dirigeants politiques et élus pilotent le système mais ne le subissent jamais. Ceci explique pourquoi ils vivent à des kilomètres de la vie réelle. Avec eux sur la liste des privilégiés viennent ensuite les grandes entreprises. La désindustrialisation ne les a pas affaiblis, elle les a libérés. En externalisant la production à l'étranger, elles réduisent les coûts et maximisent les marges, elles échappent aux contraintes sociales et aux impôts et jouissent de plus de flexibilité. Grâce à une main-d'œuvre étrangère moins coûteuse, elles maintiennent la pression à la baisse sur les salaires français au nom de la compétitivité. La France a encore le temps, mais les 10 prochaines années vont être décisives. 10 ans, c'est loin, mais pas tant que ça.